Bonjour Christophe, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique consacrée aux contes et aux arts de la parole, je vais vous parler d'un monument, d'un cycle unique de par son ampleur en Occident, j'ai nommé la légende arthurienne. Alors, l'histoire dans son ensemble, je ne vais pas particulièrement l'aborder, c'est une histoire très complexe avec de très nombreuses sources à travers les siècles, avec des épisodes majeurs, des personnages très connus, d'autres épisodes moins célèbres qui mettent en jeu des personnages secondaires. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Non, ce dont je vais vous parler principalement, c'est justement l'histoire de cette légende. L'histoire de cette histoire, la manière dont elle est apparue, comment elle a évolué et comment elle est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Alors la légende arthurienne, c'est un cycle qui est véritablement unique, en tout cas chez nous en Occident, parce que c'est une légende qui a été écrite, développée, enrichie pendant des siècles et qui l'est encore de nos jours. C'est l'histoire de ce roi légendaire, Arthur, qui aurait vécu tout au début du Moyen-Âge, vers le 5e ou le 7e siècle de notre ère, quand l'Empire romain commençait sérieusement à se disloquer pour laisser place à ce qu'on appelle l'âge sombre. Et alors commençons par le commençons. Ce roi, justement, est-ce qu'il a vraiment existé ? Qui était-ce en vrai ce Arthur ? Bon, vous vous en doutez sans doute, il y a beaucoup d'hypothèses à ce sujet, mais il n'y a aucune certitude. On parle d'une période historique qui est très peu documentée. Sur le territoire français, qui est encore loin de s'appeler comme ça d'ailleurs, à l'époque, on en est à l'époque des rois mérovingiens, quelques siècles avant l'avènement de Charlemagne. On est plutôt dans les environs du règne de Clovis. Et à cette époque-là, les rois, ils correspondent pas vraiment à l'archétype, si vous voulez, à l'image que l'on a des rois, notamment le roi qui apparaît dans les contes. Ce monarque absolu qui règne sur un grand territoire, qui est plus un chef d'État et un diplomate qu'un guerrier qui va aller s'exposer sur les champs de bataille, à l'image d'un Louis XIV par exemple. Non, un roi pendant le haut Moyen-Âge, c'est plutôt un chef de guerre, justement un chef de clan. Quelqu'un qui va conquérir avec son armée un autre territoire, pour le piller et qui va défendre bec et ongle son propre territoire. Et les rois sont nombreux, en ce temps-là ils sont très nombreux, on les connaît pas tous, loin de là. Les territoires sur lesquels ils règnent ne sont pas vraiment des pays, ils sont d'ailleurs souvent plusieurs à revendiquer un territoire donné, et on sait très peu de choses sur eux, sauf éventuellement de temps en temps lorsqu'ils accomplissent des exploits. Alors, concernant le sujet qui nous intéresse, le roi Arthur. Alors il y a un texte historique d'époque, le De Exilio et Conquestu Britanniae, sur la ruine et la plainte de la Bretagne, qui est un sermon qui a été rédigé par un moine, Gildas le Sage. Et ce texte donc fait mention d'un Dux Bellorum, un chef de guerre breton qui vivait à la fin du 5e siècle, qui aurait lutté contre les Saxons et aussi contre les Pictes, et dont le plus haut fait militaire aurait eu lieu lors de sa victoire contre les Saxons au mont Badon, dans le sud-ouest de l'île de Bretagne. Et après une période de paix d'une 20aine d'années sous le règne de ce Dux Bellorum, ce dernier mourut lors d'une dernière bataille. Et dans ce texte de Gildas le Sage, le nom du Dux Bellorum n'est pas donné. Mais un autre texte, l'Historia Britonum, attribue explicitement la bataille du mont Badon à un certain Arthur. Voilà, on le tient notre Arthur historique du coup, non ? Le problème c'est que l'Historia Britonum a été écrite, elle, au 9e siècle, soit plusieurs siècles après les faits, et qu'à cette époque-là, les faits et gestes d'un roi légendaire, un certain roi Arthur, sont déjà largement diffusés par les bardes à travers toute la Bretagne, mais sans qu'on ait vraiment de raison de penser qu'il s'agisse du même individu. Donc il est tout à fait envisageable que l'auteur de l'Historia Britonum ait mélangé vérité historique, l'histoire du Dux Bellorum anonyme qui a vaincu les Saxons, et une pure légende. L'histoire légendaire est déjà connue par tous à l'époque du roi Arthur. Voilà donc pour la première hypothèse. Alors une autre hypothèse. Il y a un autre personnage historique qui est tout à fait différent, mais qui a vécu à peu près à la même époque. Il s'agit d'un roi des Bretons qui s'appelait Riotamus, et dont l'existence à la fin du 5e siècle est parfaitement attestée et plus largement documentée, même s'il reste beaucoup de zones d'ombre. Riotamus, roi des Bretons, il a été appelé à l'aide, vers 468, par l'empereur romain d'Occident d'époque, Anthemius, qui luttait contre les Visigoths du côté de l'Aquitaine. Riotamus a alors traversé la mer avec ses 12 000 hommes, pour prêter main forte à l'empereur, et cet affrontement se terminera lors de la bataille de Déole, qui aujourd'hui est la banlieue de Châteauroux dans l'Indre, Déole, donc, où les Bretons furent défaits. Et Riotamus se serait alors réfugié un peu plus au nord, en Bourgogne, et il y serait mort, peut-être à Avallon. Avallon, donc ville qui est située aujourd'hui dans le département de l'Yonne, ce qui ferait du roi Arthur un des nombreux disparus de l'Yonne. Alors avouez que même si ça colle, c'est quand même un peu moins prestigieux que ce que dit la légende sur l'île d'Avallon où Arthur serait mort après avoir perdu sa dernière bataille. Mais voilà donc une deuxième hypothèse qui est répandue parmi les historiens. Et alors une autre hypothèse, enfin complètement différente, qui fait d'Arthur un pur personnage légendaire. Un personnage créé par la tradition orale,
Tradition qui a été modifiée, amendée et amplifiée par des générations et des générations de bardes et autres conteurs. Un personnage légendaire, donc, auquel il serait vain et inutile de tenter de faire correspondre un quelconque individu historique réel. Son nom même, Arthur, viendrait du briton Artowiros, qui veut dire « homme-ours ». En fait, il s'agirait à l'origine d'une divinité celtique, un dieu ours, qui aurait été peu à peu, au fil des âges, humanisé par la tradition orale, et dont la légende aurait été peu à peu altérée pour y inclure certains faits et gestes de personnages historiques réels. Ainsi, quand l'auteur de l'Historia Brittonum au IXe siècle attribue la bataille réelle d'un Dux Bellorum contre les Saxons au mont Baden, au roi Arthur, il ne ferait qu'associer à un fait réel, à un personnage légendaire qui était préexistant. C'est-à-dire que c'est la légende qui précède le personnage réel et non le contraire comme on a l'habitude de le voir. Et ce phénomène de grossissement, d'agglomération et d'altération avec le temps des récits légendaires, des mythes et des contes, c'est quelque chose d'omniprésent dans la tradition orale. Et je vais y revenir dans quelques instants, puisqu'après avoir parlé des origines de cette légende, je vais maintenant dans quelques instants évoquer la légende en tant que telle, et évoquer les sources que nous connaissons à son sujet. Mais d'abord, on va faire une courte pause musicale avant ça, et on se retrouve tout de suite après, je vous parlerai de tout ça. À tout de suite. I went down to old Joe's barroom on the corner by the square. Better drinks were being served as usual, and the usual crowd was there. On me left stood Joe McKennedy, and his eyes were bloodshot red when he told me that sad story. These are the words that he said. Well, I went down to the St. James Infirmary to see my baby there, and she was stretched on a long white table, so cold, so white, so fair. Oh, let her go, God bless her, wherever she may be. She can search this wide world over, she'll never find another man like me. She'll never find another man like me. Let her go, God bless her, wherever she may be. And she can search this wild world over, she'll never find another man like me. No, she'll never find another man like me. She'll never find another man like me.
Voilà, c'était St. James Infirmary Blues du groupe Moriarty. Alors, après vous avoir parlé des origines de la légende arthurienne, je vais maintenant évoquer les textes fictifs, ceux dont on sait qu'ils ont été écrits sans prétention historique, sans prétendre raconter la vérité, au moins en partie. Alors, c'est quoi déjà la légende arthurienne ? Quand on parle de légende arthurienne, on pense chevalier de la table ronde, quête du Graal et toutes ces choses-là. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors déjà, la légende arthurienne, c'est un corpus extrêmement vaste. Rien qu'en restant dans le domaine des textes écrits, puisque les récits transmis oralement, même s'ils sont probablement beaucoup plus nombreux, ils nous sont par définition inaccessibles. La légende arthurienne, à l'écrit, c'est une partie de ce qu'on nomme matière de Bretagne, qui consiste en l'ensemble des récits écrits au Moyen-Âge à partir du XIIe siècle, et basés sur des légendes d'origine celtique qui, elles, sont bien plus anciennes. Et l'un des premiers textes à évoquer la matière de Bretagne, le premier à parler de personnages comme Merlin ou Uther Pendragon, c'est l'histoire des rois de Bretagne, un texte en latin qui date de 1135 et écrit par un Gallois, Geoffroy de Monmouth. C'est un texte pseudo-historique qui retrace l'histoire des rois de Bretagne, du mythique Brutus de Troie jusqu'à l'époque contemporaine, à savoir le XIIe siècle. C'est un texte qui a énormément de succès à l'époque, qui est traduit en langue d'oïl par un trouvère normand, Was, sous le titre de roman de Brut. Le roman, c'est-à-dire au sens écrit en langue romane. Et c'est un texte qui, à l'époque, a un grand intérêt sur le plan politique parce qu'il fait d'Henri II Plantagenet le descendant du mythique roi Brut, soi-disant le premier roi d'Angleterre, en passant par le fameux et légendaire roi Arthur, dont le père Uther Pendragon est nommé pour la première fois. Et puis, à la suite de l'apparition et du succès de ce texte, c'est l'explosion. Au même siècle, pour ne citer qu'eux, commencent à écrire des auteurs comme Béroul, auteur de la plus ancienne version connue de la légende de Tristan et Iseut, ou comme Marie de France, qui a écrit de nombreux laits, alors les L-A-I-S, qui sont des textes en vers qui racontent des histoires merveilleuses. Histoires merveilleuses, c'est-à-dire des histoires où interviennent la magie et le surnaturel, des histoires qui sont inspirées de contes de la tradition orale. Et parmi ces laits de Marie de France, certains évoquent des légendes issues de la matière de Bretagne. Par exemple, le lait du chèvrefeuille évoque, lui aussi, la légende de Tristan et Iseut, ou alors le lait de Lanval. Lanval, qui est le nom d'un des chevaliers de la table ronde. Marie de France, alors pour information, c'est la première femme de l'histoire de la littérature en langue française, mais comme à l'accoutumée chez les auteurs de cette époque, on sait quasiment rien d'elle. Tout ce qu'on sait, vous le savez déjà, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Marie et qu'elle est de France. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur elle. Un autre auteur du XIIe siècle, qui a beaucoup contribué à la matière de Bretagne, c'est Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, c'est un auteur majeur, et c'est intéressant parce qu'il a beaucoup contribué à l'image que l'on a des légendes autour du roi Arthur. C'est un auteur de son temps, et il diffuse dans ses romans l'idéal de son époque, l'amour courtois. Il va à l'encontre de ce qui se faisait auparavant dans les chansons de gestes et autres légendes, où les valeurs guerrières étaient encensées, où le héros luttait pour le bien collectif, pour le bien-être et la grandeur du royaume. Non, chez Chrétien de Troyes, le héros va à la fois accomplir sa mission de chevalier, sa quête militaire, mais il va aussi accomplir une quête amoureuse. Un amour pur, idéalisé, déraisonnable, mais auquel il ne peut pas se soustraire. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que les histoires proposées par Chrétien de Troyes, par Oise, par Marie de France ou d'autres sont toutes modernisées. Elles sont adaptées au monde contemporain de leur auteur, le XIIe siècle en l'occurrence. La notion même de chevalier de la table ronde, qui nous semble indissociable de la légende arthurienne, c'est une invention du XIIe siècle, pour la simple et bonne raison que des chevaliers, au tout début du Moyen-Âge, il n'y en a pas vraiment. Alors précision, il était a priori déjà question de la table ronde dans les traditions orales, mais pas de chevalier. La chevalerie se développe avec la féodalité, avec les croisades, avec encore une fois l'apparition de l'amour courtois, et elle est complètement contemporaine de Wass, qui utilise l'expression le premier, mais pas du haut Moyen-Âge où Arthur est censé avoir vécu. Et c'est la même chose pour le Saint Graal. Le Graal, c'est Chrétien de Troyes qui l'évoque en premier, et s'il ne dit pas exactement de quoi il s'agit dans ses textes, s'il se base sans doute sur un objet légendaire déjà existant, une sorte de corne d'abondance qu'on retrouve dans plus ou moins tous les anciens mythes européens, eh bien dans les textes de Chrétien de Troyes, on devine qu'il s'agirait, selon l'auteur, d'un récipient qui aurait recueilli le sang du Christ. Ce qui veut dire que la légende aurait été christianisée, et si elle l'a été, c'est tardivement, étant donné que les légendes d'origine sont celtiques, et que la Bretagne du VIe siècle n'était pas encore christianisée. Alors, vous le voyez, l'image qu'on a souvent des légendes arthuriennes est fausse, ou plutôt elle n'est pas fausse, mais elle est due à plusieurs auteurs qui ont créé leurs propres histoires à partir d'un fond de légende dont ils avaient entendu parler, et qui les ont adaptées à leur vision du monde et à l'époque dans laquelle ils vivaient. Alors, Chrétien de Troyes et autres auteurs sont-ils des usurpateurs pour autant ? Est-ce qu'ils ont trahi l'histoire d'origine ?
Non, je pense pas. Ils ont simplement fait ce que beaucoup de conteurs de tradition orale ont toujours fait, à savoir, ils ont raconté une histoire, tout en l'accommodant, en l'adaptant, en l'interprétant plus ou moins volontairement et plus ou moins consciemment. Et bon, évidemment, l'histoire des légendes arthuriennes ne s'arrête pas là. On est au XIIe siècle, il y a eu bien d'autres auteurs, au XIIe ou au XIIIe siècle, qui ont continué le travail de ceux que j'ai évoqués, et même encore après, au fil des siècles. Et même au XXe et au XXIe siècle, par exemple, des auteurs comme Barjavel, Cocteau, Vian, Tolkien ou Steinbeck ont perpétué la tradition, ils ont apporté leur propre vision de la matière de Bretagne. Et je peux pas ne pas évoquer également les adaptations cinématographiques ou télévisées comme le Sacré Graal des Monty Python ou le Camelot d'Alexandre Astier. Et ce que je voulais dire à propos de ces avatars modernes, c'est qu'on parle souvent à leur sujet d'adaptation, d'actualisation, voire de parodie. Un peu comme si les versions des XIIe, XIIIe siècles étaient la forme canonique des légendes, leur forme définitive, et un peu comme si s'en éloigner, c'était les trahir ou les parodier. Par exemple, dans le roman L'Enchanteur de Barjavel, Merlin fait apparaître des boîtes de conserve, à l'image du Christ qui pratiquait la multiplication des pains, et il en profite aussi pour inventer la cuisson au gaz domestique. Autre exemple, quand le roi Arthur d'Alexandre Astier découvre un sabre laser tout droit issu du Star Wars de George Lucas, ou quand un lapin vorpal sème la panique dans le Sacré Graal de Monty Python, c'est un peu la même chose. Au-delà de l'aspect humoristique et du caractère anecdotique des épisodes que je viens de citer, en quoi ces versions sont-elles plus des parodies, des adaptations, des modernisations que ne l'étaient les romans de Chrétien de Troyes ou les laits de Marie de France? Barjavel le disait lui-même, ce qui lui a donné envie d'écrire son Enchanteur, c'est justement le côté fossilisé et un peu aseptisé des textes qu'il trouvait ici et là sur le sujet à l'époque. Je cite Barjavel. « Toutes les adaptations et traductions que j'avais lues jusqu'alors ont rendu un piètre service à la légende, en adoptant un style pseudo-archaïque pour faire couleur locale, mais en momifiant du même coup les héros de cette aventure. À l'inverse, j'ai voulu insuffler du sang vivant dans le corps de cette histoire magnifique. Bien que se déroulant aux environs du 7e siècle, c'est un roman actuel, écrit par un auteur d'aujourd'hui en langage de notre temps. » Fin de citation. Selon Barjavel, toujours, la quête du Graal est une quête initiatique, symbolique, et elle est plus que jamais d'actualité. Alors, j'avoue que dans l'ensemble, j'ai assez peu de sympathie pour Barjavel, mais en l'occurrence, je suis d'accord avec lui. La force de la tradition orale, par rapport à la littérature, c'est qu'elle n'est jamais figée, elle est toujours en mouvement et presque toujours en évolution. Et là, dans le cas qui nous intéresse, même si on parle d'adaptation littéraire ou cinématographique, c'est toujours le même principe qui est à l'œuvre. À partir d'un même fond de mythes et de légendes, d'événements et de personnages historiques, on a avec la matière de Bretagne une histoire qui est en mouvement, en évolution et toujours en devenir. Voilà, merci à vous donc pour cette chronique sur la légende arthurienne. Alors évidemment, on va pas s'arrêter là. On va faire une pause musicale encore et ensuite je vais vous raconter une histoire qui n'a pas de rapport avec la légende arthurienne, mais il y a quand même un rapport. Enfin, vous allez voir dans quelques instants. À tout de suite.
Voilà, donc c'était Juliette Lewis. Alors maintenant, comme je vous disais juste avant cette pause, je vais vous raconter une histoire qui n'a pas de rapport direct, qui n'a pas de rapport du tout d'ailleurs avec la légende arthurienne. Alors pourquoi je la raconte maintenant ? Eh bien parce que c'est une histoire traditionnelle, mais qui a été modernisée. Et donc c'est une histoire qui se déroule à l'époque contemporaine, et donc c'est tout à fait dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir une histoire ancienne, très ancienne, qui est adaptée à l'époque d'aujourd'hui. Et cette histoire, c'est l'histoire de John Johnson. Ouais, ça se passe quelque part aux États-Unis dans les années 60, et il y a cet homme, il s'appelle John Johnson. Et il est chez lui. Il est chez lui dans son appartement et il est alité. Et oui, parce qu'il est malade. Il est souvent malade, il faut dire. Et d'ailleurs, il y a le médecin, son médecin, qui est à côté de lui, qui est en train de l'ausculter, qui lui dit « Non mais écoutez, monsieur Johnson, c'est comme d'habitude, vous allez très bien, vous n'avez aucun problème. » John, il dit « Vous êtes sûr, docteur, parce que je me sens vraiment pas bien, là, vous savez. » Mais oui, écoutez, c'est toujours pareil, franchement, si j'avais des patients comme vous, il y a longtemps que j'aurais plus de travail, vous êtes en parfaite santé. Franchement, vous allez finir centenaire. « Oh, mais pourquoi vous dites ça, docteur, je sais que c'est pas vrai. »« Ah, mais écoutez, laissez-moi, j'ai d'autres patients dont je dois m'occuper, allez. Au revoir, monsieur Johnson. »« Oui, c'est ça, vous préférez me laisser à mon triste destin, assassin !» Et là, le médecin est parti, et il y a la femme de John qui est rentrée, qui lui a dit « Écoute, John, t'as entendu ce qu'il a dit, le docteur? T'es en parfaite santé, tu vas devenir centenaire. »« Ah oui, et puis toi, t'es de son côté aussi, traîtresse !» Et sa femme est repartie aussi, elle a claqué la porte. Et là, John, il s'est retrouvé tout seul dans son lit. Il se disait « De toute façon, même si c'était vrai, je sais bien que je suis à l'agonie, mais même si c'était vrai, même si je vivais centenaire, c'est quoi 100 ans? Pourquoi on vit que 100 ans? C'est rien du tout. Qu'est-ce que je donnerais pas, moi, pour vivre, je sais pas, 200 ans, 500 ans? Qu'est-ce que je donnerais pas? » Et à peine il avait dit ça, un nuage de fumée dans le coin de sa chambre, et là, il y a un homme, en complet veston, qui est apparu dans sa chambre. Et cet homme, il s'est approché, il dit « Ah, monsieur Johnson, excusez-moi d'intervenir comme ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter vos pensées, mais figurez-vous que ça tombe bien parce que, voyez-vous, je suis représentant d'une entreprise qui propose des forfaits d'extension d'existence. Alors, regardez, et là, il a sorti de son attaché-caisse un tas de papiers. Il a dit, j'ai avec moi un certain nombre de contrats. Là, j'ai le forfait 200 ans, le forfait 500 ans. Vous pouvez vivre 500 ans, très demandé. Et attendez, je l'ai là, c'est, voilà, notre tout nouveau forfait 100% illimité. Et oui, la vie éternelle à la portée du premier mortel venu, c'est quelque chose qui est très demandé aussi chez nous. Est-ce que ça vous intéresse, monsieur Johnson? Et là, John, le temps de se remettre de sa surprise, il a regardé l'homme et il a dit ouais, d'accord, je vois, mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois payer pour avoir accès à ça? Je suppose que je dois vous vendre mon âme, c'est ça? Monsieur Johnson qui lui répond là, vendre son âme, mais c'est complètement dépassé, ça, non, on fait plus ça depuis très longtemps, mais tous nos forfaits sont entièrement gratuit, 100% gratuit, oui. Alors, je vais être honnête avec vous, alors attendez. Et là, il a commencé à feuilleter le contrat, il a dit, voilà, c'est pas là. Ah oui, voilà, c'est là. Article 83, alinéa B. Si par hasard, le client souhaitait interrompre son contrat avant son échéance, nous verrions contraints de faire intervenir un technicien et cette prestation sera facturée. Bon. En gros, voilà, si vous voulez interrompre votre contrat avant son terme, nous ferons intervenir un technicien et nous vous ferons payer, et ce prix, ce sera le prix de votre âme, effectivement. Bon, honnêtement, monsieur Johnson, quelqu'un qui aurait accès à la vie éternelle, pourquoi il voudrait interrompre comme ça son contrat, n'est-ce pas, Ah bah oui, John, il était d'accord, lui, la vie éternelle, il en rêvait. Alors, il a lu le contrat quand même, il l'a lu dans les détails, il l'a feuilleté, page après page, il a regardé, puis non, tout avait l'air correct, alors... Il a pris un stylo et il a signé les 2 exemplaires. Il en a gardé un et l'homme, dans le fond de la pièce, il a gardé l'autre exemplaire et il a disparu dans un nuage de fumée comme il était apparu. Et là, John, il se sentait bizarre, il se sentait bien. Il se sentait incroyablement bien, il s'était jamais senti aussi bien, il avait l'impression de renaître. Il avait plus aucune douleur ni rien, il se sentait plus malade. Il s'est levé du lit, il a sautillé tellement il se sentait bien et... Il avait un peu faim. Alors il est allé dans la cuisine et là il a regardé dans les placards. Il a ouvert et puis il a pris un récipient. Et puis il a voulu mettre à l'épreuve sa nouvelle immortalité. Alors il a mis à l'intérieur du récipient un peu de javel. Il a vidé une bouteille de Destop qui traînait par là.
il a mis un peu de soude caustique pour mélanger tout ça, et il a mélangé, et il a ouvert la bouche, et il a bu. Il a bu, et à l'intérieur de son ventre, ça lui a fait un peu comme une sorte, c'est pas vraiment une sorte de brûlure, c'est difficile à décrire, hein, parce qu'il faudrait le vivre vraiment pour le comprendre, hein, mais il a ressenti une espèce de frisson incroyable. Un frisson comme ça qui a duré quelques secondes. Il avait jamais ressenti ça, c'était incroyable. Il voulait pas en rester là, il est sorti de chez lui, il a descendu l'escalier, et il s'est retrouvé dans la rue devant chez lui, il savait pas trop où aller. Il s'est retrouvé au niveau du carrefour qu'il traversait tout le temps d'habitude, voilà, il traverse là et il va un peu plus loin pour travailler, et là il y a un feu. Il y a un feu pour les piétons, et ce feu il est insupportablement long, il y en a pour plusieurs minutes, et il faut faire attention parce qu'il y a des voitures qui passent dans tous les sens, qui passent à vive allure, alors il y a vraiment intérêt à faire attention au feu, mais bon, ça c'est bon pour les mortels, hein. John, lui, il a plus besoin de se préoccuper des feux, hein. Il a pas regardé le feu qui était rouge, et il a commencé à mettre un pied sur la chaussée, il a commencé à avancer. Et là, derrière lui, il a entendu que ça klaxonnait, qu'il y avait des crissements de pneus. Mais c'était trop tard, il y a une voiture qui lui est rentrée dedans, et il y a une autre voiture qui est arrivée en contresens, qui a buté dans la première voiture, et qui, dans un rebond, qui a roulé sur John. Et il y a une troisième voiture qui est venue s'encastrer dans tout ça. Et John, lui, c'est difficile à décrire, hein, il aurait fallu être à sa place, mais lui, il a à nouveau ressenti le frisson, cette espèce de frisson indescriptible qui a duré quelques secondes. Et puis il s'est relevé, indemne. Et puis le temps a passé, et il a continué comme ça, jour après jour, à se faire écraser par des voitures pour ressentir à nouveau ce fameux frisson. Et le temps a continué à passer, mais ouais, c'était plus pareil, hein, le frisson, il voulait quelque chose d'un peu plus fort encore. Alors il s'est jeté sous un bus. Et la première fois qu'il s'est jeté sous un bus, il l'a ressenti comme au premier jour, le frisson. Et puis il a continué à se jeter sous les bus, mais c'était pareil, c'était plus pareil qu'avant. Alors, pas loin de chez lui, il y avait une station de métro. Il est descendu, il est rentré dans la station de métro, et il s'est approché des voies. Il a attendu que le métro s'approche. Il s'est mis tout près de la voie, et quand le métro était juste en train d'arriver, il s'est jeté sur la voie. Et là, il a senti les dizaines, les centaines de tonnes de la rame de métro qui lui passait sur le corps comme ça, et l'électricité dans les rayons. Il a ressenti à nouveau le frisson. Bon, et puis il est rentré chez lui, hein. Et sauf que ce jour-là, il y avait sa femme qui l'attendait, qui le regardait, qui lui dit « John, mais regarde ça, dans quel état il est, ton costume, il est complètement déchiqueté, mais qu'est-ce que t'as fichu ? Je comprends pas ce que tu fais, John, là. En plus, j'ai eu ton travail au téléphone, ils ont appelé, il paraît que ça fait plusieurs jours que tu viens plus travailler, mais qu'est-ce que tu fais, John ? T'es plus pareil qu'avant, t'es plus pareil, je sais pas ce que tu fais, écoute, mais t'es pas obligé de me le dire, mais vraiment, il faut que t'arrêtes, hein, il faut que ça change. » Bon, franchement, de quoi elle se mêlait, celle-là ? D'un côté, elle avait raison. C'était plus pareil, il fallait que ça change. Il avait envie de ressentir quelque chose de différent. John, il habitait au 12e étage. Au 12e étage de son immeuble. Alors, il a regardé la fenêtre. Il s'est dirigé vers la fenêtre, il l'a ouverte. Et il a commencé à l'enjamber. Sa femme, en voyant ça, elle a couru vers lui, elle a dit « Mais John, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, John ? Je sais pas ce que t'as fait, pas ça, c'est « Oh, mais lâche-moi !» Il a commencé à se battre avec elle, à se débattre pour essayer de se libérer. Elle l'empêchait de sauter, et puis il s'est débattu, et il a fini par réussir à sauter. Et là, il a plané pendant quelques secondes. C'est comme quand on est dans un grand 8, mais sauf que ça va encore plus vite, et tu sais qu'à un moment, ça va s'arrêter, et tu sais pas ce qui va se passer. Et là, il a atteint le sol, et c'est toujours pareil, il aurait fallu être à sa place, et alors lui, il l'a ressenti encore plus fort que jamais, le frisson, comme ça, pendant quelques secondes. Et puis il a repris ses esprits, il s'est retourné, et par terre, à côté de lui, il y avait sa femme. Ah oui, sa femme, elle avait dû basculer au moment où il s'était bagarré, et elle aussi, elle était tombée. Sauf que elle, on voyait très bien qu'elle était pas immortelle, hein. John, ça lui a donné une idée. Il est retourné chez lui, il a remonté les 12 étages et il a appelé la police. Il a appelé la police et il leur a dit qu'il venait d'assassiner sa femme. Évidemment, il a été arrêté, il a été mis en prison pendant quelque temps et il a été très vite... c'était le jour de son jugement. Et son avocat, il disait « Écoutez, monsieur Johnson, je vais faire tout ce que je peux, hein, mais... Je sais pas si je vais réussir à échapper à la chaise électrique. Hein. Oui, parce que dans cet état, à cette époque-là, la peine de mort, c'était la chaise électrique. Et ça, John, il l'anticipait déjà, le moment où t'as le courant comme ça qui te traverse le corps. Et, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Il avait hâte. Hein. Alors, pendant son procès,
Il a dit que oui, c'est bien lui qui avait assassiné sa femme, que si c'était à refaire, il le referait, que non, il ne regrettait absolument rien, et que d'ailleurs il n'avait pas de raison de faire ça, mais qu'il avait juste eu envie de le faire. Ah, son avocat, il était dépité. Hein. Et John, lui, il avait un grand sourire. Il a eu un grand sourire au moment où le verdict était annoncé. Le magistrat a dit « Monsieur Johnson, le tribunal vous a reconnu coupable à l'unanimité de l'assassinat de votre épouse. Aussi, nous vous condamnons à la prison à perpétuité. Vous allez passer le restant de vos jours derrière les barreaux. Aucune remise de peine ne pourra vous être accordée. » Et là, John, il s'est décomposé. Oui, la prison à vie, ça, il n'avait pas du tout prévu. Alors, il y a son avocat qui a essayé de le consoler. Il lui a dit, écoutez, monsieur Johnson, je sais, c'est une peine qui est lourde, hein, mais franchement, on a échappé au pire, hein, vous vous rendez compte, la chaise électrique. Ouais, mais John, ça lui a pas du tout remonté le moral. Hein. Il a été reconduit en prison dans sa cellule et on l'a laissé là pendant la journée. Et puis le soir, quand il a été temps de lui amener à manger, le gardien l'a trouvé. Il l'a trouvé inanimé par terre. Il s'est approché, il n'était pas médecin le gardien, mais il s'est bien rendu compte que il avait plus de pouls. John, son cœur battait plus, il avait fait un arrêt cardiaque a priori. Et à l'intérieur de sa main, il y avait un papier. Il avait la main crispée sur un bout de papier à moitié carbonisé qui sentait un peu le soufre. Et sur ce papier, on lisait juste quelques mots. Article 83, alinéa B.